Je viens de l'université de Louvain en Belgique, donc voilà. Il me semble important que je dise un peu d'où je viens. Alors, je ne viens pas des sciences de l'éducation, ça c'est de façon en creux de le dire. En fait, ma formation initiale, je suis scientifique, je suis physicien et de surcroît physicien, on pourrait dire nucléaire, mais je préfère dire des particules élémentaires. Et après une dizaine d'années à me faire irradier auprès des cyclotrons, je me suis intéressé un peu à la didactique de ma discipline, donc la physique. Et en m'intéressant à la didactique, c'est-à-dire la manière d'enseigner, progressivement, j'ai été chez les pédagogues, j'ai commencé à travailler avec eux et j'y suis resté, tant et si bien qu'un jour l'université m'a dit, à ma grande joie évidemment, on a le plaisir de vous dire que vous êtes nommé professeur en sciences de l'éducation. Donc voilà un petit peu le cheminement. Alors si je vous dis ça, c'est pour vous dire quelque chose qui est une des phrases qui m'accompagne un peu partout. J'ai très vite découvert, passant de la physique aux sciences humaines, que les étudiants n'étaient pas des particules élémentaires. Et ça, vous souriez, mais j'ai comme l'impression que beaucoup d'enseignants, encore aujourd'hui, le pensent. Ils s'imaginent qu'avec leur champ magnétique, tout à coup, toute l'intelligence des étudiants va s'orienter vers ce qu'ils disent. Et vous êtes des enseignants, vous savez bien que ça ne marche pas. Donc, voilà un petit peu le ton qui est donné à ça. Alors, les classes inversées, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas un vendeur de classes inversées. Je ne considère pas que c'est nécessairement la meilleure méthode pédagogique au monde. Je dis simplement, comme toutes les méthodes, on aurait pu parler de la pédagogie du projet. Vous avez parlé de ça avec l'intelligence de la main. C'est un peu la pédagogie du projet. J'aurais pu parler de l'apprentissage collaboratif. Aujourd'hui, c'est les classes inversées qui sont un peu la chouchoute au niveau des enseignants. Alors, ma présentation est déjà disponible. Vous verrez sur pas mal de mes diapos des petits liens en rouge qui vont vous permettre d'aller plus loin. Ils commencent tous par http://bit.ly, puis quelques lettres. Ici, MLF majuscule, -EE, école d'entreprise. Attention, majuscule, minuscule sont différenciés. Allez, on y va. La classe inversée. Vous remarquez tout de suite que je suis passé du pluriel au singulier. Parce qu'il est vrai que la classe inversée au début, c'était une façon de faire assez normative. On fait comme ça et on fait comme ça. Alors, je vais vous donner un peu cette idée-là de départ. Alors, ça commence, quoi que vous me disiez, n'est-ce pas, en 2008. Pourquoi j'ai dit quoi que vous me disiez? Parce qu'il y en aura tout à l'heure pendant le dîner qui vont venir me dire « Oui, vous savez, moi, en 1981, j'ai déjà eu un prof qui faisait comme ci, comme ça. » Et je vous dirai « Hein? Oh là là, c'est pas beaucoup, ça !» À l'heure actuelle, quand je dis ça a démarré en 2008, ça veut dire que les enseignants ont commencé à parler de ça, à mettre ça en place, à faire des pratiques, et plus qu'un enseignant sur toute une scolarité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'idée, cette résurrection de l'idée, est venue de deux enseignants. Ce n'est pas venu du pouvoir, ce n'est pas venu top-down, ce n'est pas venu des sciences de l'éducation, des chercheurs. Ces deux enseignants, ils sont là, Bertmans et Sam. Ce ne sont pas des enseignants de l'université, parce que parfois on me dit « Oui, mais la classe inversée, bien sûr, c'est pour les études supérieures, n'est-ce pas, de bien... » Non, ça se fait déjà à l'école primaire, donc on fait ça. Deux enseignants de chimie du secondaire qui disent « Nous, on en a marre de voir les élèves comme ça pendant tout le cours. Ils sont là sur leur smartphone en train de regarder des vidéos. Et si on leur mettait des vidéos de chimie, quoi. » C'était ça l'idée initiale. Alors, on a commencé à mettre des vidéos en ligne, des vidéos au niveau universitaire, des vidéos au niveau primaire, comment faire des multiplications avec des Legos, des choses comme ça.
Et l'idée, mesdames, messieurs, parce que là aussi je ne répondrai pas à ces questions-là pendant le temps de midi, le but n'est pas pour les enseignants de se débarrasser de leur fonction principale. Ça va? Ils veulent, au contraire, rendre le temps en présentiel, en présence des élèves, le plus efficace possible. Et ils trouvaient que faire la grand-messe de la chimie, comme on fait depuis le Moyen-Âge, ce n'est pas la tâche principale des enseignants, c'est l'accompagnement, la différenciation. Donc le but n'était pas tant de mettre des vidéos à distance que de renforcer l'activité en présence. Ça, c'est important. Alors, 2012, je commence à en parler un peu dans des colloques, etc. À l'époque, on disait « flipped classroom », les classes inversées. Et ben voilà, ici, vous voyez l'année 2012. J'étais un des premiers, il y en avait d'autres, hein, mais un des premiers à voir, non pas que c'était la méthode magique, je l'ai déjà dit, mais qu'il y avait là un potentiel de réflexion sur les habitudes pédagogiques. Alors, la classe au verset au début, c'est un peu une ritournelle. La ritournelle, c'est les leçons à la maison, les devoirs en classe. Ça ressemble un peu à quelque chose où on dit les livres au feu, le maître au milieu, des histoires pareilles. Alors, l'idée est venue donc, c'est vrai, d'une réflexion sur l'enseignement magistral. Ce que je fais maintenant, d'ailleurs, c'est pour vous dire que je ne le rejette pas complètement. Je le fais. Mais une réflexion quand même, qui est de dire l'enseignement ex cathedra, hein, qui vient de la chaire, top-down, etc., bien sûr qu'il a évolué, regardez bien l'image, bien sûr qu'il a évolué du Moyen-Âge jusqu'à maintenant. Enfin, il n'a pas vraiment évolué à part des ordi et des choses comme ça. Mais en 2012, on commence à voir des choses comme ceci. Des profs qui se filment au tableau, ils expliquent, il y a des zooms, etc., etc. Et ce que les étudiants apprécient beaucoup, c'est un bouton avec deux barres comme ça. Vous voyez, ça s'appelle pause. Avec moi, vous pouvez essayer de cliquer comme ça, je ne ferai jamais pause. Mais là, oui, on peut revenir en arrière, revoir, revoir le cours avant l'examen. Donc, on avait vu cet intérêt. Pour moi, j'y ai vu un mot qui apparaissait, c'était hybridation. Et quand on a dit hybridation, mesdames, messieurs, ce n'est pas pour vous dire après, voilà comment vous devez faire. L'hybridation est un principe de variété, et en particulier ici, d'une variété entre présence et distance, également entre les concepts d'enseigner et d'apprendre. Parce qu'on dit souvent, l'enseignement hybride, c'est présence-distance. Hein. Les amis du CNET ont parlé de ça tout à l'heure, de l'enseignement hybride. Moi, je dis, c'est une autre, si vous voulez, hybridation entre enseigner et apprendre. Alors là aussi, un de mes propos fétiches, nous, ici, en francophonie, on n'est pas gâtés. Hein. On a du mal avec ça, hein. Vous vous en êtes sans doute jamais rendu compte. On a du mal avec enseigner, pourtant l'enseigner, c'est le prof qui explique. Et l'apprendre, c'est l'élève qui va le faire. Donc finalement, l'acteur principal n'est déjà pas le même. Et pourtant, en français, on dit « Je vais t'apprendre à rouler à vélo ». L'institutrice ou la maman à la sortie de l'école dit « Qu'est-ce qu'on t'a appris aujourd'hui ?» La réponse est « Rien du tout ». Vous ne pouvez pas m'apprendre quelque chose. Mettez-vous ça dans la tête. Vous pouvez enseigner, vous pouvez montrer, vous pouvez démontrer, mettre des vidéos et tous les machins. L'apprentissage, c'est celui qui est devant vous qui va le faire. Et je ne reviens pas là-dessus, c'est pointe à la ligne. Pourtant, en anglais, to learn, to teach sont deux verbes différents. Et si vous regardez dans les grosses bibles des dictionnaires anglais, vous me direz si c'est vrai, il y en a sans doute qui le manipulent mieux que moi, «
To learn someone something, apprendre quelque chose à quelqu'un, est considéré comme de l'argot et le fait de personnes mal éduquées. Eh bien, on est mal barré. Donc, important de dissocier, c'est enseigner, c'est apprendre, et cette présence et distance. Et voilà le petit tableau que je vous propose. Une colonne s'appelle présence. Ben, c'est nous, là, maintenant. Vous êtes en présence de Marcel Lebrun, de Bruno, de Michel, etc. On est là en présence. Et distance, je l'ai mis entre guillemets. Parce que distance, on imagine souvent à la maison. Oui, bien sûr, c'est ça. Mais distance veut dire pour moi, attention, à distance de l'enseignant. Ce qui veut dire en autonomie. Ça pourrait être dans l'école elle-même, mais sans l'enseignant. Et d'ailleurs, des écoles ont compris en faisant des centres multimédia ou des lieux où les élèves peuvent travailler ensemble et des choses comme ça. Enseigner et apprendre en ligne, je vous ai expliqué. Caricature. L'enseignement traditionnel, l'enseignement se fait en présence. Marcel Lebrun donne sa conférence dans la salle Machin à 11h15, on y est. L'apprentissage, ben oui, c'est un petit peu en présence, bien sûr, enfin, j'espère un petit peu, mais il sera parfois souvent à distance. Rappelez-vous de vos cours à l'UNIF. Vous alliez au cours, vous preniez des notes et ben, c'est revenu dans votre chambre d'étudiant ben, que vous commencez à dire qu'est-ce qu'il a voulu dire avec tout ça et oh là là, comment je vais apprendre tout ça pour les examens et des choses comme ça. L'idée de la classe inversée de type 1 est de dire est-ce qu'une partie de l'enseignement, les ressources, les vidéos, les machins tels qu'ils sont maintenant, j'ai dit les machins, là, on ne peut pas dire, c'est pas bien, hein? Non, non. Les ressources sont à distance, ce qui permet de libérer du temps en présence pour faire d'autres choses, en particulier du travail de groupe et des choses comme ça. Ça, c'est l'idée initiale de la classe inversée de type 1. Les ressources à distance, vous savez lire, n'est-ce pas? Ben, lisez le texte. Et finalement, l'activité d'apprentissage ben, se fait à nouveau, je dirais, en présence. Alors, ceci, je vais assez vite. C'est une phrase qui résume, hein, qui a été reprise. Les leçons à la maison, les devoirs en classe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, sincèrement, quand j'ai vu ça la première fois, j'ai trouvé cela vraiment relativement pauvre. Les enfants vont regarder des vidéos, ben oui, c'est beaucoup plus intéressant qu'un prof qui explique. Hein. D'ailleurs, je vais encore vous raconter une anecdote. En 1900, peut-être bien 82-83, je commençais à m'intéresser à ce qu'on appelait les micro-ordinateurs. Ce n'est pas ce qui existe maintenant. Hein. C'était des boîtes qu'on reliait à une TV et un enregistreur à cassette. Je faisais de la formation d'enseignants. Et beaucoup d'enseignants me disaient, vous savez, avec une voix un peu fébrile, là, comme ça, « Monsieur Lebrun, vous pensez vraiment que ces machines-là vont remplacer un enseignant dans quelques années ?» Je regardais l'enseignant avec mes petits yeux terrifiants et je lui répondais « Oui ». Si un enseignant me pose une question pareille, il sera remplacé. Si vous pensez que le seul rôle d'un enseignant, c'est de transmettre blablabla et à l'UNIF de lire son livre, ben vous allez être remplacé par des machines bientôt. Si vous pensez, par ailleurs, on a employé ce mot souvent dans ce colloque, qu'il s'agit d'accompagner, de travailler avec, de ne pas être devant, mais à côté, en train d'épauler celui qui est en train d'apprendre. Les robots, ils ne font pas encore ça très bien, rassurez-vous, vous avez votre poste pour encore pas mal de temps. Alors, malgré tout, la classe inversée, on me pose tout le temps des questions. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que les étudiants ont de meilleures notes? Est-ce qu'ils vont vraiment regarder les vidéos? Pourquoi est-ce qu'il faut changer un système qui marche si bien? Hein? Regardez-moi. Hein? Pourquoi changer un système qui marche bien? Bon, OK. Vous avez des résultats scientifiques là-dessus? Bon.
On m'a dit que les élèves n'avaient pas de meilleures notes. Bon, voilà, il y a tout ce discours-là, la motivation, les notes, les ressources qu'ils vont garder, c'est présent et c'est légitime, heureusement qu'il y ait de telles questions parce que, quelque part, ce sont des garde-fous. Alors, voilà, je pourrais continuer à en parler. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Et, moi, je dis, sincèrement, je m'ennuie dans beaucoup de colloques de pédagogie. Enfin, pas ici, hein. Parce qu'on vient me raconter la méthode machin, on vient me raconter qu'on a évalué les étudiants comme ci ou comme ça, et je ne perçois pas d'unité. Je ne vois pas dans quel cadre ça s'inscrit, et évidemment, c'est ça qui provoque les questions de partout. Alors, je pense que vous avez besoin d'une boussole. Hein, comme vous écrivez là, si vous n'êtes pas sûr de l'endroit où vous voulez aller, vous risquez de vous retrouver ailleurs. Ça, c'est M. Maguire qui a dit ça. C'était la pédagogie par objectif, vous savez, le saucissonnage des contenus. Et moi, j'avais rajouté « et de ne pas le savoir ». Parce que se retrouver ailleurs, c'est pas si grave que ça, mais de ne pas le savoir, c'est peut-être... Alors, je vous propose une boussole. C'est celle que j'utilise depuis que je me balade en terre pédagogique pour essayer d'avoir un peu de sens. Et ma boussole, elle est là, c'est le Triskel. J'ai ça sur mes chaussettes, sur mon t-shirt, des choses comme ça, j'adore. C'est une belle représentation. Et vous voyez, souvent en pédagogie, on représente les choses par des triangles. Mais les triangles, ils ont 3 sommets, 3 côtés. Le Triskel, vous partez d'un endroit, un sommet si vous voulez, et vous arrivez sur un autre directement. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que M. John Bix, je pourrais vous en parler longtemps, mais ce n'est pas le propos, dit que dès qu'on vous parle d'une méthode pédagogique, « Ah, moi, je fais comme ça. Oh, tu fais comme ça. » La question à se poser, c'est celle des objectifs. Tu fais comme ça, mais qu'est-ce que tu veux que tes élèves atteignent? Si tu veux qu'ils atteignent le fait de pouvoir, comment dire les conjugaisons par cœur, ou si tu veux qu'ils soient capables de travailler en équipe, évidemment, les méthodes ne seront pas les mêmes. Autrement dit, vous avez déjà compris, il n'y a certainement pas une méthode qui, de facto, par elle-même, est supérieure à une autre. J'ai rajouté les outils. Pourquoi? Parce que nous sommes quand même dans une société où le numérique a pris une place importante. Il est en train de transformer... Bruno avait dit pas les smartphones. Hein. Et voilà, je vous vois encore en train de tapoter. Ben oui, on est dans une société où finalement ces engins ont pris beaucoup de place, ils nous envahissent, pas seulement à l'école, mais ils transforment la manière dont nous vivons, nous prenons nos vacances, nous faisons nos achats, etc. C'est pour ça que je lui ai dit hier, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Bruno, je pense que le numérique est bien une culture, ou en tout cas une évolution d'une culture qui est promue, accompagnée par ces outils. Donc l'importance de voir les outils, les méthodes, les objectifs et l'évaluation. Parce que c'est bien beau de dire « Ah oui, moi je développe l'esprit critique de mes étudiants. » Et vous mesurez ça comment? Comment voulez-vous mesurer l'esprit critique développé à l'issue d'un cours de 3 mois, alors que développer son esprit critique, ça prend parfois 50 ans, 70 ans, et en fait, c'est jamais achevé. Comment mesure-t-on les différentiels en esprit critique? Voilà le cadre. La classe inversée, c'est une occasion de réfléchir évidemment aux objectifs relationnels, cognitifs, etc., de réfléchir aux méthodes, méthodes traditionnelles, méthodes actives, apprentissage par les groupes, hybridation, de réfléchir aux outils, qu'est-ce qui nous apporte réellement, quelles sont les valeurs ajoutées et apportées par les outils, et finalement l'évaluation des apprentissages, évaluation certificative, formative par les pairs, enfin, toutes sortes de choses comme ça. Alors, je vais aller assez vite sur ce point, mais en balayant quand même certaines choses pour vous.
Je suis là aussi pour vous dire des choses pas trop tristes. Oui, ça c'est un point. Dans les colloques où je vais généralement, bon Dieu que les gens ont l'air tristes. Ils vous parlent de la motivation des étudiants. Non, maintenant je ne vais plus à ces colloques où on fait des théories sur tout. Je vais à des colloques où on est dans, vous savez, les makers, quoi. Ceux qui sont en train de faire. On a parlé de ça, l'idée des projets, etc. Alors, vous connaissez sans doute M. Schleicher, c'est le directeur de l'OCDE. C'est celui qui a dit nous devons former les élèves à des savoirs qui n'existent pas encore, à des méthodes qui ne sont pas encore là pour résoudre des problèmes qui ne sont pas encore survenus. Ça a l'air d'être une phrase bateau, mais elle est quand même correcte. Hein, quand on voit dans les métiers intellectuels ou manuels les outils qui sont apparus en 20-30 ans, on lui donne raison. Ce qu'il dit surtout, c'est vous avez des élèves du 21e siècle, des enseignants à une pédagogie du 20e et une organisation du travail du 19e. Il est dur, hein? Allez lire 2-3 trucs de M. Schleicher, ça va vous remonter le moral, pas croyable. Un autre, Ken Robinson, peut-être vous avez lu L'élément. Comment on va aider ces élèves-là à ne pas être formatés tous par le même passage, mais à découvrir leur élément, être bien dans son élément, ce pourquoi ils sont peut-être faits. Voilà des questions quand même qui se posent au niveau peut-être objectif, plus à un niveau sociétal. Alors je vous raconte, mais très rapidement, hein, ça pourrait prendre 2 heures, hein, une histoire de la pédagogie, une histoire des objectifs en pédagogie. Et ça va vite. En 1990, quand je suis arrivé chez les pédagogues et qui m'ont parlé de l'importance des objectifs, on m'a dit « Marcel, c'est pas compliqué. Tu commences par « l'étudiant sera capable de », tu mets un verbe et un substantif. L'étudiant sera capable de synthétiser l'œuvre de Mauriac. 90. En 2000, éclair dans le ciel limpide, on arrive avec les compétences. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait déjà compris. Les compétences, ben oui, c'est des savoirs et des savoir-faire comme dans le premier cas, mais en plus, l'élève doit être capable de les mettre en œuvre dans des contextes différents. Autrement dit, les capacités, c'est-à-dire le potentiel, doit s'actualiser dans des contextes. On a pas mal parlé déjà pendant ces 2 jours de la contextualisation, de donner du sens, etc., etc. Et depuis 2010, vous qui commencez à être habitués avec les compétences, eh bien, bientôt, on ne va plus parler de ça déjà, c'est l'Europe qui est là derrière, ce sera les learning outcomes, les acquis d'apprentissage, ce que l'étudiant sait faire, dans des contextes différents, et attention, voilà la différence, et c'est à l'élève d'en faire la preuve. Autrement dit, ce n'est pas vous qui allez lui dire « Tu as bien étudié mon cours, alors cite-moi les 3 lois de la thermodynamique et donne un exemple. » Non. L'élève va venir devant vous et il va dire « Voilà ce que j'ai fait avec votre cours. » Est-ce que vous voyez ici ce passage de l'enseigner à l'apprendre? Et quand vous entendez des mots comme « portfolio », ben c'est ça l'idée, hein? L'élève se construit son book quelque part, avec ses réalisations, ses projets, etc. Voilà des évolutions, hein. Je ne dis pas que c'est bien, que c'est pas bien, je dis voilà des évolutions que je lis depuis plusieurs années, et cette idée de la démonstration, de la production par l'élève lui-même, de cette actualisation des compétences qu'il s'est appropriées, me paraît malgré tout assez intéressante. Cela ne veut pas dire ceci. Beaucoup de profs, la tribu des grognons, me dit « Mais monsieur Lebrun, si on développe trop les compétences, les étudiants ne sauront plus rien. » Pourquoi voulez-vous toujours mettre en opposition le yin et le yang, le 0 et le 1, le bleu et le vert, je ne sais pas.
Non, les savoirs et savoir-faire sont contenus dans la notion de compétences, mobiliser connaissances et capacités dans un contexte donné. Donc, il n'y a pas d'opposition entre savoir et compétences, elles s'intègrent, elles se complètent, etc. Quelque chose d'important. Distinguons bien des compétences, je vais dire ça, ou des capacités de base fondamentales, la lecture, l'écriture, savoir compter, etc. Ce qui ne demande pas de la créativité, je suis désolé, 7 fois 4 égale 28. Oui, mais on ne pourrait pas imaginer un monde dans lequel ce serait 29? Non. Il y a aussi les compétences. C'est un autre registre. L'esprit critique, la créativité, la communication, la collaboration. Vous n'allez pas me dire que c'est important. Vous allez me dire, oui, mais c'est pour les plus grands. Et oh, vous avez déjà vu des petits-enfants de 3-4 ans? Vous allez dire qu'ils ne font pas preuve de créativité. Pourquoi est-ce que vous voulez les étouffer et espérer ressusciter ça quand ils ont 22 ans? Ça n'a pas de sens, hein? Je pense qu'il n'y a pas un temps des connaissances, un temps des capacités. Il y a simplement peut-être des pondérations différentes qui opèrent et d'autres choses, des tableaux qui touchent aux traits de caractère. Alors, deux auteurs que je cite, je vais très vite, hein. Certains disent que la technologie est toxique, il ne faut pas y aller trop tôt. La technologie n'est pas toxique. Ça dépend des usages que les gens en font. Et je crois que cette technologie va tellement vite que nous n'avons pas le temps de nous l'approprier, de la socialiser, comme dit Bernard Stiegler. Et pas étonnant qu'on voit tous les dérapages qu'on connaît sur les réseaux sociaux. Michel Serres, lui, par rapport à l'externalisation des ressources, hein, le fait que la connaissance que j'avais en tête se retrouve là, et que je sois obligé, quand on me dit « Oui, j'ai lu un livre, l'auteur, tu sais, c'était un Suédois, et il parlait de ceci. » Je dois aller voir dans ma mémoire auxiliaire, vous aussi. Hein. Et alors, quel est votre problème? L'homme a évolué. Hein. Depuis le temps qu'on était au néolithique et qu'on devait se lever tôt le matin pour aller chasser des bêtes pour son petit déjeuner, ici, ce n'est pas le cas. Hein. Donc, on change, on évolue. On perd des talents également. Ah, il y a des choses que nos ancêtres savaient faire et que nous ne savons plus faire. Donc ça, ben voilà, c'est inévitable. En tout cas, pour résumer, ce que je vois dans tout cela, c'est qu'il y a 20 ans d'ici, les savoirs étaient au centre et les compétences, la collaboration, l'esprit critique, ça venait avec le temps. C'était finalement des sous-produits de l'enseignement des connaissances. À l'heure actuelle, et de plus en plus, je vois que ce sont les compétences qui sont au centre et les savoirs, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là, dans l'anneau blanc, en périphérie. Ils sont accessibles, ils sont externalisés et c'est face à des problèmes que ben, j'aurai de temps en temps besoin de savoir et que je vais aller les chercher. C'est un peu l'idée de cette image-ci. Alors, ceci, je passe. Ceci aussi. Juste, vous irez voir, il y a une référence, mais c'est les travaux de Siemens qui montrent un peu l'évolution dans ses capacités. Hein. Le fait que nos élèves vont faire des métiers pour lesquels ils n'ont pas été nécessairement préparés. L'importance de l'apprentissage informel. On apprend dans des tas de lieux différents qui ne sont pas nécessairement l'école. Et ça ne veut pas dire que l'école ne sert plus à rien, je n'ai pas dit ça. Les technologies sont en train de changer notre câblage cérébral. Jusqu'ici, même moi, je vous ai parlé des savoirs et des savoir-faire. Et Siemens dit peut-être que dans 10 ans, ce qui sera important, ce sera les savoirs et savoir-faire, mais aussi les savoirs où et les savoirs quand. Savoir où trouver l'information et quand j'ai besoin de l'information pour continuer mon projet, mon travail, etc., etc. On y va. Les méthodes. Après les objectifs, les méthodes. Je vais aller assez vite. Dans méthode, il y a
l'ancien grec ode, odos, le chemin. L'objectif étant défini, quel est le chemin que je vais proposer aux étudiants dans l'espoir qu'ils développent la capacité et qu'ils atteignent l'objectif. Savez-vous qu'il existe d'autres méthodes d'enseignement sortées? C'est souvent quelque chose qu'on rencontre encore. Peut-être pas à l'école primaire, un petit peu dans le secondaire et certainement encore dans beaucoup d'universités. L'enseignement ex cathedra est quelque chose qui est encore très développé. Ma conviction, je vous l'ai donnée tantôt, la distinction entre enseigner et apprendre, ça ne vient pas de Marcel Lebrun, c'est vieux comme le monde, c'est presque étymologique. Déjà ici, en 1949, Tiller disait que l'apprentissage venait finalement de l'activité de l'élève, que apprendre, c'est transformer les liens que nous avons dans le cerveau entre les concepts, les faits, les activités. C'est donc un processus qui coûte de l'énergie et qui demande de l'activité à la personne qui le fait. Alors, on pourrait dire, c'est bien, mais alors l'enseignant, qu'est-ce qui devient? Alors, pour moi, j'ai une réponse: former, enseigner, éduquer. Vous parliez, M. Raymond, du préfixe « ex », qui signifie sortir. Éduquer, c'est douquerer, conduire en dehors, sortir de soi-même, sortir de ses habitudes, découvrir le monde. Qu'est-ce que c'est former? C'est mettre à la disposition de l'apprenant des occasions où il puisse apprendre. Un jour, quelqu'un m'a dit: on voit bien, Monsieur Lebrun, que vous êtes un socio-constructiviste. J'ai dit, mais pas du tout. Si vous pensez que pour un sujet donné, pour un thème donné, la meilleure façon, la meilleure situation pour l'élève pour qu'il puisse apprendre, c'est de lui faire un petit cours là-dessus, ça répond à la définition. Ça ouvre la variété des méthodes. Mais plutôt que de réfléchir à qu'est-ce que je vais enseigner mardi prochain, vous penserez peut-être à moi en vous disant qu'est-ce que je vais demander aux élèves de faire mardi prochain. Voyez un peu ce changement de cap qui opère. Alors, je vous l'ai dit, je suis un physicien, donc j'ai été très heureux d'apprendre qu'Albert pensait la même chose. Je n'enseigne jamais à mes élèves, je leur donne les ressources dont ils ont besoin pour apprendre. C'est peut-être pour ça qu'il y a très peu de personnes qui maîtrisent la relativité générale ici. Mais bon, voilà, ça arrive. Et aussi, Michel Serres, vous avez peut-être lu Petite Poussette. Ça vaut la peine, si vous ne l'avez pas lu, dépêchez-vous. C'est 60 ou 70 pages. Et il dit, mais qu'est-ce que vous voulez encore transmettre aujourd'hui? Transmettre, je n'ai pas dit enseigner, je n'ai pas dit accompagner. Qu'est-ce que vous voulez encore transmettre? Tout est transmis. Alors ici, pourtant, on me pose des questions sur les pédagogies et tout. Certains ont fait des recherches. Moi, j'ai effectivement participé au début des années 2010 à un projet de recherche pour comparer les dispositifs hybrides. Et il n'y a pas de doute, les dispositifs hybrides qui encouragent la motivation, la recherche d'informations, les activités, les interactions, les productions des élèves sont, selon les élèves et selon les enseignants, des techniques qui améliorent les apprentissages des étudiants. Auront-ils pour ça des meilleures notes? Mais non, mais non, mais non. Ils vont avoir les mêmes notes qu'avant. Les notes, comment voulez-vous mettre de nouveau des notes sur des compétences transversales? Vous allez juger des connaissances, vous allez juger des savoirs. Et ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas de différence, c'est-à-dire qu'ils ont toujours les connaissances et les savoirs comme avant, mais peut-être qu'ils ont appris à travailler en équipe, à chercher l'information, etc. Mais évidemment, cela, c'est beaucoup plus difficilement mesurable. Allez, on avance un tout petit peu. La classe inversée tout à l'heure, j'arrive, les classes inversées, pluriel. Qu'est-ce que ça veut dire?
Est-ce que c'est de nouveau quelque chose qui s'est passé dans les méandres de mon cerveau où je me suis dit, je vais montrer aux enseignants, je manipule le pluriel? Non. C'est simplement en discutant avec beaucoup d'enseignants dans les réseaux. Vous savez, il y a un congrès qui s'appelle CLIC, qui vient de se tenir à Paris il y a une bonne semaine. Et là, il y avait 800-850 enseignants du primaire et du secondaire qui partageaient leurs pratiques de classe inversée. Et quand vous les entendez, il n'y en a pas deux qui font la même chose. Et donc, on est loin de la définition, les vidéos avant le cours et finalement les activités après le cours. Alors, souvenez-vous du type 1, la classe inversée, prendre connaissance de la matière au travers de textes, de vidéos, et finalement en classe, des applications, des exercices, des projets, etc. J'ai vu des enseignants qui faisaient du type 2. Ils envoyaient les étudiants chercher de l'information à distance, hors la classe, à la maison, sur Internet, interviewer des personnes du village, que sais-je, et quand ils reviennent en présentiel, ils présentent aux autres ce qu'ils ont trouvé. C'est aussi une hybridation présence-distance. Ça, c'est ce que j'ai appelé le type 2. Dans le type 1, le savoir est déterminé par le professeur. Vous regarderez telle vidéo pour lundi prochain. Dans le type 2, on donne une thématique, je ne sais pas, l'évolution de la santé dans les villages soumis à ceci ou cela. Et les élèves vont chercher de l'information. Ils viennent et en groupe, ils présentent aux élèves. C'est le type 2. Il y a également un autre type, le type 3. Alors, vous allez bien suivre l'animation sur mon diapo. Je vais prendre les deux activités du type 2. Les élèves vont dans les contextes chercher de l'information. 2, ils reviennent en classe présenter ce qu'ils ont trouvé. Le rectangle là, le rectangle là. Et je les mets ici en bas. Puis, je prendre connaissance de la matière au travers des vidéos et les exercices d'application, et je les mets là sur le côté. Vous voyez que j'ai commencé à dessiner un cycle. 4 événements d'apprentissage qui se suivent. Explorer les contextes, tout en haut. À droite, analyser, présenter aux autres. Tout en bas, la théorie, les vidéos. Et finalement, à gauche, les applications, les exercices et tout ça. Ça, c'est ce que j'ai appelé les classes inversées. Alors, vous allez dire... oh là là, qu'est-ce qu'ils ont eu raison, ils ont invité un génie de la pédagogie, c'est pas croyable. Non, non, ça existait ces choses-là, et depuis longtemps. Pour être bien sûr que vous m'ayez suivi, je vous illustre ici 2 dimensions particulières. La première, elle est horizontale, c'est le rapport au savoir. Tout à fait à gauche, vous avez le professeur détient le savoir, et il le communique. Ensuite, les élèves accèdent au savoir via des médias, des vidéos et des textes. Et le 3e niveau, tout à droite, ce sont les élèves eux-mêmes qui vont chercher les savoirs. Un axe vertical, les rôles. Le professeur donne son cours. Le professeur, ensuite, interagit avec les élèves. Et finalement, tout en haut, les étudiants exposent la théorie aux autres élèves. Vous voyez qu'on est passé d'une centration sur l'enseignant à une centration sur l'élève. Vous avez le type 1, les savoirs sont externalisés, les élèves travaillent là-dessus. Vous avez le type 2, les élèves vont chercher les savoirs, ils le présentent aux autres. Et vous avez le type 3, qui est finalement le mélange de tout ça. Ce que je veux vous dire, vous n'allez pas retenir tout ça. Vous allez avoir des références après. Mais c'est qu'on est dans une variété de types d'activités d'enseignement et d'apprentissage, d'acteurs et d'objets différents. L'idée de tout cela, bon, ici on ne va pas montrer ça, elle était contenue dans ce qu'on appelle le cycle de Kolb. Alors Kolb, vous voyez, c'est 1984. Qu'est-ce que Kolb disait ?
Kolb disait pour qu'il y ait un bon apprentissage, un apprentissage avec vraiment une appropriation, il faut tout d'abord que l'on évoque des expériences concrètes, qu'on donne du sens, qu'on explore des éléments. Une fois que les élèves verront de quoi on parle, on va travailler dans l'analyse. On va aller chercher les concepts. En troisième lieu, on va aller chercher les théories. Comment les concepts se relient les uns aux autres. Et ce n'est qu'en temps numéro 4, quand on est revenu à 9 heures, qu'il va y avoir l'application. Le gros problème dans l'enseignement, l'enseignement usuel, c'est qu'on chamboule tout. Nous pensons qu'il faut voir la théorie d'abord et faire les applications ensuite. Et après, on voit les élèves qui disent « Madame, monsieur, à quoi ça sert ?» Ben oui, commencez par la théorie. La théorie, c'est la distillation, finalement, du cas particulier, du contexte. Et donc, commencer par là est une sorte d'hérésie pour moi. Donc, Kolb avait parlé de cette importance de commencer par le contexte. Et c'est bien ça que je retrouve dans ma modélisation des classes inversées. Les élèves explorent les contextes, ils partagent ce qu'ils ont trouvé, ils généralisent, modélisent avec les théories, les modèles, et finalement, ils passent aux applications. Je passe ce point-ci simplement pour vous dire que dans les théories des méthodes actives, les gens ont souvent 3 mots importants. Un peu jargonnant, mais pas tant que ça. Le premier, c'est contextualiser, donner du sens. Où est-ce que les connaissances dont je vais te parler se mettent à l'œuvre? Où est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Ensuite, on va décontextualiser, on va théoriser, on va essayer de trouver des propos généraux, on va essayer de trouver des règles générales, des invariants, et ce n'est qu'après qu'on va recontextualiser, c'est-à-dire travailler des applications, des exercices, des choses comme ça. Donc voilà, cette idée des classes inversées, elle était quelque part embryonnaire dans pas mal de théories pédagogiques, socioconstructivisme, perspectives socio-humanistes, etc., etc. On retrouve ces points-là. Alors, ce qui est intéressant, et ce sera presque mon dernier point de théorie, est-ce que vous connaissez Benjamin Bloom? Qui connaît Bloom? Ah non? Ah oui, l'élève de Vauchel connaît Bloom. Alors, Bloom, c'est celui qui a dit, et vous voyez, Bloom, ça date de 1956. Vous vous souvenez, quand j'ai parlé des objectifs, je vous ai dit, l'élève sera capable, verbe, complément. Bloom a fait une taxonomie, c'est-à-dire une organisation des verbes liés à la connaissance. Tout en bas, il met mémoriser. Il faut mémoriser. Ensuite, il met mémoriser, comprendre. Mémoriser, comprendre. Et puis, il faut appliquer. Mémoriser, comprendre, appliquer. Ensuite viendra le temps de l'analyse, de la synthèse, de la créativité, etc., etc. Et je vois ici beaucoup de personnes qui me disent « Ah oui, c'est ce qu'on nous a dit de faire. Hein. » Il faut commencer par la théorie, la mémorisation, et après quelques exercices. Et quand ils seront plus grands, quand on ne sait pas, mais quand ils seront plus grands, on leur dira « voilà à quoi ça sert ». Sacré Bloom, il a marqué complètement notre culture. On en parle encore dans les derniers textes de l'Union européenne sur les compétences. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ceci. Il nous dit qu'il faut d'abord mémoriser, connaître, appliquer. Et l'école va permettre de conduire progressivement, après les choses simples, si vous voulez, entre guillemets, d'aller vers l'analyse, l'évaluation, la créativité, l'imagination et toutes ces choses-là. De passer donc de la théorie et des exercices, exercer ce qu'il y a dans la théorie, aux problèmes pour accéder à des niveaux supérieurs. Vous m'avez l'air bien d'accord là-dessus. Et pourtant, dans la société,
Nous ne travaillons pas comme ça et jamais. Est-ce que ça vous arrive souvent, vous, de lire des théories et d'avoir des problèmes ensuite? Si c'est le cas, arrêtez de lire des théories. Je vais écrire un livre, La voie du bonheur. Arrêtez de lire des théories. Non. Dans la vie de tous les jours, dans votre métier, vous rencontrez des situations problèmes qui peuvent être personnelles, qui peuvent être dans votre liaison avec la commune, avec l'administration, avec l'école, avec les voisins. Tiens, le voisin, il m'a dit ça, mais pourquoi est-ce qu'il m'a dit ça? C'est un peu bizarre. Tu sais, toi, pourquoi il a parlé de cette chose-là? Vous rencontrez des problèmes, et c'est ensuite que vous allez essayer de voir les théories qui peuvent m'aider. Le percepteur des contributions vous envoie une lettre. Suivant l'article 17, alinéa 3 du règlement d'ordre général sur la péréquation cadastrale, nous vous prions de rembourser le montant d'un tel suivant le formulaire 13 bis. Vous allez peut-être, à l'heure actuelle, parce que vous êtes des humains d'aujourd'hui, consulter Internet, aller demander à un collègue qui sait, etc. Vous allez aller chercher le savoir après le problème, n'est-ce pas? Ben oui, dans la vie courante, on travaille parfois dans l'autre sens que M. Bloom. La classe inversée, ça veut dire mettre Bloom sur sa tête, en fait. Parce que dans la vie quotidienne, nous travaillons souvent comme ça. Alors, s'il vous plaît, ne m'attaquez pas là-dessus. Je ne vous dis pas que vous devez remplacer la voie usuelle de l'école, théorie, exercice, pratique, par une autre voie qui serait le complexe, le contexte, et ensuite cheminer vers la théorie. Je vous dis simplement que ces deux démarches appartiennent à un même cycle, à une même succession d'activités cognitives, et qu'il faudrait, dans un enseignement idéal, faire l'un et faire l'autre. De temps en temps, passer de la théorie à l'exercice, au problème, et montrer à quoi ça sert, et dans d'autres cas, partir d'une idée, d'un projet, d'un problème, et aller chercher la théorie. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Voilà ce que font les classes inversées. Dans les classes inversées, il y a du traditionnel, n'est-ce pas? Quand les professeurs mettent des vidéos avec des éléments théorie, mais c'est l'enseignement magistral médiatisé. Il n'y a rien d'autre à vous dire. Et donc, encore une fois, c'est pourquoi je suis là, pourquoi je plaide, c'est pour éviter de faire des dichotomies. Est-ce qu'il vaut mieux ça, il vaut mieux ça? Non, la réponse en pédagogie est souvent les deux, parce que nous sommes des humains, parce que nous ne sommes pas des machines, parce que nous n'avons pas de bouton on-off, parce que nous ne travaillons pas comme ça ou comme ça. Nous avons une multitude de façons d'appréhender le réel. Alors, voilà ce que j'avais grosso modo à vous dire. Il y a évidemment des bémols. Hein. Des gens ont fait des recherches. Vous voyez ici un article, il date de 2017. Et vous voyez qu'il y a des activités avant la classe, pendant la classe, après la classe, toutes sortes. C'est le principe de variété dont je vous ai parlé. Mais il y a quand même des bémols. Des bémols qui viennent des élèves. Les élèves ont encore une vue conventionnelle de qu'est-ce que c'est apprendre. Quand moi, à l'UNIF, j'ai fait des classes inversées avec mes élèves, ils me disaient « Mais monsieur Lebrun, vous nous demandez de préparer des trucs, de venir présenter devant les autres, de lire des articles avant le cours, on en discute pendant. Mais comment ça se fait? Avec les autres profs, on vient dans l'amphi, on s'assied pendant 2 heures, on fait semblant de prendre note, mais on regarde Facebook. Et basta, c'est fini. Il faudra peut-être changer ça. Hein? Dire aux élèves, et dire surtout à ceux qui nous vendent des technologies avec lesquelles l'apprentissage va devenir facile, qu'ils se trompent. Hein? L'apprentissage, ça demande de l'énergie, ça demande des efforts, ça demande une activité de l'étudiant. Donc là, on a un travail de longue haleine. Alors j'ai parlé des étudiants, je ne vais pas parler des profs, on va pour longtemps, vous allez m'en parler. Alors, oui, préparer les élèves à travailler en mode inversé. Ça existait déjà avec l'apprentissage collaboratif. Le professeur disait, ben voilà, on vous a mis en 15 groupes, vous avez une petite feuille avec un problème, voilà, vous allez essayer de le résoudre, il est 12h11, vous avez pour 3 minutes, donc voilà, au travail. Et puis à 12h15, la cloche fait ding, 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 tout le monde s'en va et c'est fini. Est-ce que quand vous faites travailler vos élèves en groupe,
vous leur dites quelle est la finalité de les faire travailler par cette méthode. Est-ce que vous arrêtez le travail de groupe 5 minutes avant la fin pour que les élèves aient le temps de discuter, non pas seulement sur ce qu'ils ont trouvé comme solution, mais sur comment ça s'est passé le travail de groupe. Hier, on a parlé de la méta-réflexion, de la réflexion sur le processus. Alors, les classes inversées, il faudrait leur dire aussi pourquoi. Vous les faites travailler ainsi, je vous ai donné des éléments. La société change, on vise l'apprentissage plus que l'enseignement. Ils disent que les vidéos sont trop longues. Hein, c'est vrai qu'on regarde les vidéos sur Internet. Moi, j'ai du mal. Hein. Vous savez, 40 minutes, un bon feuilleton à la TV, ça va, mais 25 minutes sur les intégrales différentielles, c'est dur. Hein. Solution, faites des vidéos courtes. On passe au point suivant. Le travail individuel, évidemment. On travaille en groupe tout le temps. Non, non, je vais choquer. Hein. On n'apprend pas en groupe. On n'apprend pas en groupe. On n'apprend pas en ligne, Monsieur Ducnet. Non, non. On apprend en soi. On apprend en soi. Ça, c'est fondamental. Évidemment, les CD-ROM, l'enseignement en ligne, sont des adjuvants, des apports, des ressources. Mais l'apprentissage réel, c'est la personne qui le fait. Et alors, le fait que les étudiants ne puissent pas poser des questions directement pendant la vidéo, évidemment, c'est un forum, donc peut-être associer les vidéos avec des moyens de discussion synchrone ou asynchrone. Toutes ces choses-là, c'est foutu. Alors, les outils, je vais passer très, très, très rapidement. Simplement pour vous dire ceci, la problématique avec les outils est la même que pour les classes inversées. On veut toujours mesurer la différence entre la classe inversée et l'enseignement traditionnel, ou la classe avec, je ne sais pas moi, des vidéos, des choses comme ça, et l'enseignement traditionnel. Alors, quand on fait ça, quand on veut comparer, hein, c'est grave. Hein? Je vous l'ai dit tantôt, on ne voit pas vraiment de grosses différences au niveau cognitif. Alors, vous voyez ici, ça c'est le rapport de l'OCDE sur l'utilisation des technologies dans les pays européens et ailleurs. La conclusion. Que vous lisez d'ailleurs, les pays qui ont consenti d'importants investissements dans le domaine des TIC, technologies dans l'éducation, n'ont constaté, n'ont enregistré aucune amélioration notable des résultats de leurs élèves en compréhension de l'écrit, en mathématiques et en sciences. Mesdames, Messieurs, je vous quitte avant d'être lâchés. Et ça, c'est pourtant les résultats de la recherche depuis des années. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est de cette histoire-là? Moi, je croyais qu'avec les classes inversées, le numérique, les élèves allaient avoir de meilleures notes. Eh bien non, ils ont les mêmes notes et soyez déjà contents, il n'y a pas de perte. Parce que dans la tribu des grognons, il y a beaucoup d'enseignants qui me disaient « Vous verrez, avec les technologies et les ordinateurs, les élèves ne sauront bientôt plus rien du tout. » Eh bien, ils sont trompés, ils en savent tout autant. Oui, mais soyons sérieux. Qu'est-ce qui se cache là derrière? Je crois que vous avez compris, parce que ceci pourrait être considéré comme un exercice. La première, beaucoup utilisent le numérique et les technologies pour faire la même chose qu'avant. Autrement dit, ils ont des plateformes. Une plateforme, il s'appelle, je crois, Moodle, un truc pareil, je ne sais pas, ou d'autres, Claroline, vous connaissez bien Claroline Connect, bon voilà. Et comment ils l'utilisent? Cette plateforme qui pourtant permet de faire de l'apprentissage collaboratif, de l'évaluation par les pairs et tout, ils l'utilisent pour déposer des documents PDF. Et alors, les chercheurs arrivent et ils regardent si les notes des élèves sont meilleures quand on utilise la plateforme ou pas. Oui, mais c'est grave, hein? On met les TBI dans l'école.
Le professeur utilise principalement le TBI comme projecteur. Des chercheurs arrivent et regardent si les élèves apprennent mieux depuis qu'on a mis des TBI. Et ils sont déçus, hein? Non, c'est un des problèmes, c'est que quand une nouvelle méthode, un nouvel outil arrive, on est tellement, moi aussi, vous savez, moi aussi, mais on est tellement conditionné qu'on continue à automatiser le passé quelque part, à faire comme avant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, vous avez entendu mon discours sur la classe inversée, les technologies, vous l'avez bien compris? Je vous ai dit que les effets étaient peut-être surtout dans le domaine des compétences. L'esprit critique, la collaboration, la recherche d'informations. Mais les résultats qui sont là sont des résultats des notes d'élèves. Et au travers des notes, qu'est-ce qu'on mesure? Les connaissances. Et donc, on trouve que les connaissances sont aussi bonnes ou aussi mauvaises qu'avant. Par contre, on ne mesure pas est-ce que les élèves ont appris à bien mieux chercher l'information, bien mieux travailler en équipe, l'esprit critique et tout. Donc, quelque part, l'effet de ces classes inversées, l'effet du numérique est probablement dans un ailleurs, mais qui est difficile à cerner. Les compétences transversales, les anglophones les appellent fuzzy competencies, les compétences floues, difficiles à cerner finalement. Et la troisième chose que je mets peut-être dans le débat, c'est est-ce qu'on a vraiment formé les élèves à utiliser ces technologies et ce numérique? Ah oui, on me dit, mes élèves, ce sont des digital natives, non? Ils sont nés dedans, hein? Et donc, pas besoin de leur expliquer. Attendez, s'il vous plaît. Ils ont appris à regarder des vidéos, à faire clic-j'aime. Est-ce qu'ils ont vraiment appris à utiliser ces machins-là pour apprendre? Donc, voilà quelques questions que je mets par rapport à ces recherches qui veulent comparer l'ancien, le nouveau, etc. Probablement beaucoup de biais dans l'évaluation. Si vous ne faites pas ça, je le montre rapidement, vous allez refaire de l'ancien avec du neuf, et ça, c'est une métaphore aussi qui m'accompagne dans toutes mes conférences. La voilà. Vous avez deux professeurs, excusez-moi mesdames, ce n'est pas le propos. Vous avez deux professeurs, l'un utilise un outil traditionnel, l'autre un outil technologique moderne, l'aspirateur, mais celui avec l'aspirateur, il fait la même chose que l'autre. Et après ça, on dit, ça ne marche pas bien. Je pense qu'il y a beaucoup de ça dans notre approche, si vous voulez, de la pédagogie. Autrement dit, il ne faut pas s'attendre à un effet direct de la technologie, du numérique sur la pédagogie. Ce n'est pas un effet direct. Pour que la technologie ait un effet sur le numérique, pour que le numérique ait un effet sur la pédagogie, il faut que la pédagogie change pour accueillir les éventuelles valeurs ajoutées du numérique. Donc, on est dans une approche systémique et non pas une approche déterministe. Alors, nous sommes dans un monde qui change. Vous savez que, de manière caricaturale, il y a ici des personnes qui ont fait peut-être la philosophie, l'histoire et tout, mais vous savez bien qu'il y a ce monde platonicien, des idées, des concepts, des modèles, et qui nous permettent d'avancer, n'est-ce pas? Mais il y a aussi l'autre monde, le monde des faits, non pas le monde des concepts, mais le monde des percepts, des perceptions, le monde de la réalité et du quotidien. Le behaviorisme nous dit appliquer les idées du monde des idées sur le champ expérimental dans l'école. Le socioconstructivisme nous dit appliquer, utiliser ce que les élèves savent déjà pour monter dans le monde des idées. Est-ce que c'est l'un contre l'autre? Ben non, de nouveau, je pense que c'est les deux à la fois. C'est une interaction. Il y a le socioconstructivisme, mais il y a aussi le behaviorisme. Et je pense qu'en fonction des objectifs, il faut choisir la meilleure approche. C'est le principe de cohérence. Alors, vous avez un livre en référence aux éditions Canopée. Les éditions Canopée sont ici, mais ils ont oublié mon livre.
Mais la dame m'a dit que vous pouviez lui commander un exemplaire, 10, on va vous l'envoyer. Plus sérieusement, un article vraiment de vulgarisation dans la revue The Conversation, où vous avez la reprise des idées, hein, vous retrouverez ça, et des articles de recherche que j'ai faits là-dessus. Vous avez ceci, alors c'est un peu dommage, mais vous le voyez sur les autres. En fait, c'est Bitly, guide-ci classe inversée, et vous pouvez télécharger ce guide qui vient de mon labo. Merci pour votre attention. Bon, ben, merci beaucoup. Donc, Laurent Mallet de Taishan en Chine. Alors, si on repart dans la tribu des grognons, on va trouver des professeurs qui vont nous dire, voilà, ça fait quelque temps maintenant qu'on ne donne plus de devoirs, ou peu de devoirs, parce que on craint que les élèves les plus performants fassent bien leurs devoirs à la maison, ils travaillent, ils progressent encore plus, et que ceux qui sont en plus difficulté ne les fassent pas, ne rendent pas le travail, et donc se retrouvent encore plus en difficulté. Bon, si on passe au-delà de tout ça, hein, on découvre la classe inversée, mais quand même, je crains que cela risque d'arriver, et ma question est simple. Si dans ma classe, je donne du travail de préparation, donc dans le cadre d'une classe inversée à faire à la maison, voilà, comment je vais gérer le lendemain si certains de mes élèves n'ont pas avancé, ou tous n'ont pas avancé au même rythme sur le travail que j'ai donné. Voilà. Alors, il y a beaucoup de questions dans la question, hein. Tout d'abord, au niveau des difficultés, de nouveau, il y a peut-être des questions de niveau, hein. On parle souvent de la pédagogie de manière générale. Je pense que la réflexion doit être différente si on est au primaire, au secondaire, dans le supérieur. Ça, c'est un premier chose. La question des devoirs, si c'est interdit, vous ne donnez plus de devoirs et bientôt, vous ne devrez plus donner cours parce qu'il y aura des vidéos à votre place. Donc, ça, moi, je ne peux pas vous dire. Mais ce que je sais, et de manière certaine, parce qu'il y a eu des recherches qui ont été faites, et c'est déjà votre troisième question, hein, qui ont été faites en France. Vous pouvez noter un nom, Vincent Fayet. Fayet, F-A-I-L-2-L-E-T. A fait des recherches et il a montré d'une manière très sûre, c'est un peu provoquant, que ce sont les moins bons élèves qui profitent le plus de la classe inversée. Alors, attendez, n'allez pas trop vite avec le moins bon, parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Avant son cours, il avait regardé par les notes, toutes ces choses-là, ceux qui avaient des A, des B, des C, des D, des E, les meilleurs, les moins bons, et ça lui a permis de faire des catégories. Et il a vu en faisant ça que les meilleurs, ils n'avaient pas l'air de tellement bien profiter de la classe inversée, à contrario des moins bons. Mais faisons attention, dit Vincent Fayet, quand nous disons les bons élèves, mais c'est ceux qui s'assiedent bien droit sur leur chaise, qui font bien les exercices, qui font bien ce que le professeur a dit, qui ont des beaux points, ils sont très scolaires finalement pour aller un petit peu plus vite. Et quand ils arrivent dans une organisation pédagogique qui est plus cherchez le savoir vous-même, venez présenter aux autres, etc., ils sont beaucoup moins à l'aise parce qu'ils ont été, excusez-moi du mot, hein, il va trop vite, mais formatés quelque part, que les moins bons qui sont plus ouverts à ça. Et ça, voyez-vous, c'est exactement la lecture du livre de Ken Robinson, L'élément, où il montre par des histoires de vie des enfants, mais qui étaient rejetés par l'école et tout, et qui sont devenus des grands musiciens, des grands chefs de projet, etc., etc. Donc, il faut se méfier de cela. Finalement, je répondrai à un élément de question. Par rapport à ce problème de à la maison, hein, les devoirs à la maison, les préparations à la maison, je connais ici en France beaucoup d'écoles où ils ont revu la structure du bâtiment en ayant peut-être 2 classes en moins, mais en ayant un local où les élèves peuvent travailler en groupe sans la nécessaire supervision de l'enseignant, à distance de l'enseignant. Et c'est en classe, avec des casques et tout ce qu'il faut, évidemment, hein, il faut du matériel.
Et c'est là que ils peuvent regarder ensemble, ce qui est encore plus intéressant que de le faire tout seul à la maison, qui peuvent regarder les vidéos, etc. Et ça permet aux profs de n'intervenir que de manière différenciée pour les élèves qui ont plus de difficultés ou des choses comme ça. Donc la question est pertinente. Le but, c'est de trouver des solutions pour la faire, quoi, pour que ça fonctionne quand même. Oui, bonjour, Sébastien Speth de Wuhan en Chine. En fait, c'est difficile de vous poser une question parce que vous avez répondu à énormément de questions, en fait. Mais pour moi, celle qui est centrale, certainement, c'est celle qui concerne la motivation des élèves. Et en fait, vous nous donnez énormément de pistes sur le comment rendre motivant l'enseignement, comment est-ce que moi, en tant qu'apprenant, je vais être motivé pour apprendre de nouvelles choses. Et moi, je retiens donc la démultiplication des outils. Et je me retrouve aussi dans ce que vous venez de répondre à l'instant, où un élève à qui on demande à faire un travail un petit peu hors norme à la maison, eh bien, s'il n'aime pas l'école, il risque d'apprécier cette nouvelle commande, je dirais. Voilà. Je suis désolé, ce n'est pas vraiment une question, mais je vous remercie pour le propos. Là, malgré tout, c'est une question. Celle-là, je ne l'avais pas citée quand j'ai dit la liste des questions que l'on pose, les notes, etc., etc. Il n'y avait pas celle de la motivation. Alors, ici, je vous dirais tout de suite qu'il y a deux approches. Alors, l'approche en sciences de l'éducation, c'est de faire une classe sans classe inversée, une classe avec, et de regarder en termes d'effet si les élèves sont plus motivés en classe inversée. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, et pourtant, je suis un chercheur, hein, mais arrêtons de travailler sur les effets, quoi. Parce que les effets, ils sont différents d'un élève à l'autre, d'une classe à l'autre, d'une discipline à l'autre. Vous êtes dans un multivariable qu'on n'arrivera pas à résoudre. Et j'ai plutôt envie de répondre à votre question sur la motivation en disant travaillons sur les causes. C'est-à-dire, nous savons, c'est ambitieux, mais nous savons, par des recherches qui ont été faites, qu'il y a au moins 3 facteurs importants pour motiver les élèves. Alors, s'il vous plaît, mettez ces 3 facteurs dans votre cours, et c'est même plus la peine, je dirais, de regarder s'ils sont motivés, puisque ce sont 3 moteurs de motivation. Alors, je vous les donne quand même très rapidement. Le premier, donner du sens, préciser les contextes, dire à quoi ça sert. Nous allons travailler sur les OGM. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Est-ce que vous avez un exemple? Est-ce que vous avez une idée à la télévision, etc. Donner du sens, inscrire la connaissance et pas commencer tout de suite en disant OGM, définition, et c'est parti. À quoi ça sert, quoi? Donner du sens. Deuxième, travailler des compétences de haut niveau. Quoi que vous pensiez, les compétences de M. Benjamin Bloom, là, mémoriser, comprendre, appliquer, qui sont importantes. Nous sommes des profs, nous le savons bien. Elles sont moins motivantes que chercher de l'info, analyser, créer, imaginer, etc., etc. Donc, une façon de motiver les élèves, et c'est très curieux, c'est de mettre dans le dispositif pédagogique des exercices de compétences de haut niveau, de vraiment haut niveau. Et la troisième chose qu'on a montré qui est un facteur de motivation, c'est ce qu'on appelle le degré de contrôle. Quel est le contrôle que j'ai sur l'activité? Quels sont mes degrés de liberté? Est-ce que je dois faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, une sorte d'enseignement programmé? Ou bien est-ce qu'on m'en donne une situation, donner à l'élève des situations dans lesquelles il va pouvoir apprendre, et finalement qui commence par la porte A, la fenêtre B ou la C, peu importe. Le degré de non-contrôle, c'est quand l'élève vous dit de non-contrôle, avec ce prof-là, tu travailles pas, tu as un 12. Moi, je ne suis pas impliqué là-dedans, j'aurai un 12 de toute façon. Par contre, le contrôle, c'est justement l'issue de mon activité va dépendre de moi et pas de circonstances obscures qui n'ont pas été précisées, de critères qui sont flous, etc. C'est aussi la qualité de l'expression des critères. Moi, j'ai rencontré des professeurs qui disaient « Ah, mais donner les critères d'évaluation aux examens, jamais !»
Mais si, ça doit être fait au début du cours. L'élève doit savoir où vous voulez le conduire, sinon il ne va pas y aller. Donc voilà 2, 3 petits éléments sur la motivation. Marc Boyer, Limbé, Cameroun. Effectivement, vous avez répondu à énormément de questions et c'est difficile de trouver quelque chose parce qu'il y a besoin de décanter tout ce que vous avez dit avant de pouvoir vous poser des questions plus précises. Moi, simplement, je travaille dans un établissement qui est complètement camerounais, qui a très peu de relations avec, en fait, le système français, et avec des élèves qui, à la maison, n'ont pas Internet, n'ont pas de bibliothèque, n'ont pas obligatoirement même de livres, voire de dictionnaires. Alors, effectivement, mettre à disposition des endroits où on peut travailler sans le professeur, mais qui est-ce qui s'occupe de la sécurité des enfants à ce moment-là, etc. C'est tout un tas de choses que je pense dans un certain nombre d'écoles dans lesquelles nous allons aller, là, à l'international, on risque de retrouver. Donc, ce que j'ai apprécié particulièrement, c'est de dire que la classe inversée, ça n'est qu'une possibilité parmi de nombreuses possibilités. Et que il faut essayer de varier les conduites d'enseignement, et donc il faut essayer parfois, dans un certain nombre de contextes, d'utiliser tout ce que vous avez décrit sur la classe inversée, mais qu'il ne faut pas absolument vouloir faire tout le temps, parce que c'est pas possible. C'est juste pas possible. Voilà. Excusez-moi aussi, c'est pas une question, hein, c'est juste une réflexion. Non, mais c'est bien, c'est votre ressenti de l'endroit où vous êtes. Donc on contextualise en fait très bien tout ça. Alors, vous m'avez bien compris, je l'avais dit dès le début d'une manière peut-être incompréhensible, je ne suis pas là pour vous vendre de la classe inversée. Maintenant, la classe inversée, vous savez, bien sûr, la classe inversée de type 1, on a mis en exergue les vidéos, ces machins-là, donc il faut Internet, il faut des ordinateurs, mais je pense qu'avec des choses très usuelles, on peut faire de la classe inversée. Alors, ça ne va pas répondre à votre question, mais je crois que vous comprendrez ce que j'ai voulu dire. Les premières fois, ou une des premières fois que j'ai fait une animation, une conférence, un atelier sur les classes inversées, ça se passait à Reims avec des instituteurs. Et après, comme ça se passe, ils viennent parler un peu avec moi. Et je vois un groupe là qui vient vers moi et qui me dit « Mais Monsieur Lebrun, avec votre classe inversée, à cette époque-là, on ne parlait que du type 1, hein, les ressources, etc. Est-ce que vous n'enfoncez pas des portes ouvertes ?» Alors, j'ai dit « Mais moi, non, pas du tout. Bon. » Et j'ai demandé « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Et cette institutrice m'a raconté ceci. Elle me dit « Voilà un exemple d'activité, dites-moi si c'est une classe inversée. » Le vendredi, je demande à mes élèves, ils ont peut-être 7, 8 ans, quelque chose comme ça, vous allez rentrer chez les parents, les grands-parents, vous allez peut-être voir des revues, des journaux, demandez-leur si vous pouvez découper des images d'animaux. Et le lundi, les élèves arrivent avec une petite enveloppe, il y en a, il a 7 images, l'autre n'en a qu'une, etc. Elle met ça sur la table, et puis avec des punaises sur un tableau en frigolite, elle accroche et elle essaie de regrouper les oiseaux, les mammifères, les poissons, etc. Bien sûr qu'elle fait de la classe inversée. Elle va chercher des éléments dans le contexte et elle les ramène et elle les modélise, théorise, elle fait des catégories, des classifications, etc. Donc je pense que la classe inversée, je dis souvent, c'est même pas une méthode pédagogique, c'est un état d'esprit. Et comme vous l'avez dit, il ne faut pas faire ça tout le temps, sinon la méthode, elle va s'user, elle va s'émousser, mais de temps en temps, dire aux élèves, ben voilà, travaillez maintenant 10 minutes, vous avez peut-être entendu à la radio, essayez de mettre dans un nuage de mots quelques idées sur les OGM ou les énergies durables, etc. Et venez présenter aux autres. C'est une façon de commencer les inversions. En tout cas, l'inversion, c'est passer de l'enseignant qui sait et qui est en position top-down, dominante,
à une position beaucoup plus apprenante d'élèves qui travaillent en collectif et en collaboration. C'est ça le message.